Bonjour tout le monde, ici Pat Marcoux. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement aux gens d'affaires. Il y a une discussion que nous devons avoir. Les services aux entreprises en communication graphique, plus particulièrement la conception d'images de marque, sont devenus un vrai Far West. De nos jours, il y a plein de rumeurs, de fausses idées et une nouvelle vague de charlatanisme, je dirais, qui pourrait réellement vous faire du tort si vous n'êtes pas suffisamment méfiant ou méfiante. Je me suis donc dit qu'à l'époque des communications faciles, j'allais faire une petite vidéo dans laquelle j'essaierais de clarifier certaines choses, mais surtout aussi de vous mettre en garde contre plusieurs nouveaux services malveillants. Depuis quelques années se multiplient les nouveaux services en ligne qui peuvent paraître trop beaux pour être vrais, ceux qui vendent des images et des logos pour à peine quelques dollars. Ces plateformes-là existent parce qu'elles veulent faire de l'argent sur le dos des autres avec des modèles d'affaires douteux. Et dans ces cas-là, tout le monde est perdant, sauf les propriétaires de ces plateformes. En les utilisant, vous risqueriez d'utiliser des logos que d'autres entreprises utilisent déjà. Vous risquez également d'avoir des problèmes de licence. Et même, vous risquez de vous retrouver avec un produit qui ne conviendra pas à vos objectifs d'affaires. Souvent, le modèle d'affaires de ces plateformes-là, c'est au lieu de faire 100 000 à vendre 50 logos à 2 000 ils vendent 20 000 logos à 5 $. Et vous comprendrez donc que ce n'est pas des images de haute qualité, et ça ne convient pas aux besoins complexes d'une entreprise. Donc, si ces plateformes-là existent, c'est juste parce qu'Internet, ça existe, mais c'est pas devenu la nouvelle norme. Rassurez-vous, il existe toujours des services professionnels pour les entrepreneurs professionnels. Moi, personnellement, ce que j'en pense fait pas toujours l'unanimité, mais je me dis que, à la base, avoir recours à ce type de service sans se méfier, selon moi, c'est un grand signe de mauvaise gestion. Et qui que ce soit qui est aussi peu sérieux que son affaire risque de pas s'en sortir de toute façon. Mais je dois donner le bénéfice du doute à tous ces gens. Ces plateformes-là sont des pièges. Donc, par définition, un piège doit savoir attirer les gens afin de les tromper. Donc, il existe peut-être des bons gestionnaires qui, à part cette petite erreur, sont généralement plus méfiants et mieux organisés. Et là, j'entends déjà des gens dire « Ah, toi, t'aimes pas cette façon de faire parce qu'elle dérange ta façon... » Ah, toi, t'aimes pas ces services-là parce qu'ils dérangent ta façon de faire les choses. Mais c'est la loi de la jungle qui règne dans le monde des affaires et c'est le plus fort qui gagne. Premièrement, je comprends la mode des disruptors, donc ceux qui dérangent les marchés, mais non, j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un arrive avec une meilleure offre ou un meilleur produit. Je veux dire, je suis pour le progrès et je m'attends constamment à ce que les choses changent. Donc moi, ce qui me dérange, c'est de voir plein de petits projets entrepreneuriaux vraiment intéressants fermer leurs portes dans leurs premières années d'activité simplement parce qu'ils ont raté leur démarrage, parce qu'ils n'ont pas mis les jetons à la bonne place. Selon une étude bien populaire conduite pour le ministère du Développement économique et de l'Innovation, de tous les petits projets entrepreneuriaux, donc ce qu'on appelle les micro-entreprises, bien il y en a 66% qui ferment leurs portes avant la 5e année. Il est donc très important lorsqu'on est en démarrage d'être stratégique et de trouver des partenaires solides. Et je vais être 100% honnête, ça ne me dérangerait pas ces logos à 5$ là, et ces services-là, si seulement ces logos-là permettaient à leurs acquéreurs d'atteindre leurs objectifs d'affaires comme c'est censé être le cas avec un logo professionnel. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Lorsqu'on a recours à des services professionnels, en plus de l'image de marque qui est développée, vous avez également droit à tout ce qui est la consultation, l'accompagnement et toute l'expertise des experts en marque. Ça peut avoir l'air d'une bonne idée d'aller acheter un logo comme ça sur Internet en quelques minutes, mais tout ce que vous allez avoir, c'est qu'une seule image. Donc si vous faites affaire avec eux, vous n'avez pas droit à tout le package, contrairement à vos compétiteurs qui feraient affaire avec des services professionnels. Donc vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Donc plus particulièrement la vidéo aujourd'hui vise à démontrer qu'un logo, c'est pas qu'une simple image. Premièrement, parlons de la grande différence qui existe entre le prix d'un logo et la valeur d'un logo. Traditionnellement, nous les designers, lorsqu'on nous demande combien ça coûte un logo, on répond par la phrase suivante « ça dépend ». Par contre, à notre époque, je crois que nous, designers, devrions être en mesure de situer les gens quant aux différentes tranches de prix de nos services afin de permettre aux clients potentiels de se faire plus rapidement une idée. Parce que depuis un moment, tous les services semi-professionnels ou même non professionnels font plein de publicité sur les réseaux sociaux et eux annoncent fièrement leur prix dérisoire. Ce qui crée des problèmes parce que ces services-là sont très minoritaires à l'intérieur du marché et pourtant c'est les seuls qui affichent leur prix. Donc éventuellement, les gens qui n'ont jamais eu par le passé à magasiner pour des services professionnels vont s'imaginer que c'est les vrais prix. Je crois qu'il faut absolument que nos prix sortent. La soumission secrète, c'était correct quand tout le monde le faisait, mais malheureusement aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Voyons maintenant qu'est-ce qui influence beaucoup le prix, pourquoi ça peut varier autant d'un client à un autre. Eh bien, c'est principalement à cause de la cession des droits économiques sur le logo. Selon la loi canadienne sur les droits d'auteur, c'est le designer qui est propriétaire des droits sur le logo. Donc, lorsqu'un concepteur ou un artiste crée une image pour quelqu'un, la législation canadienne donne tous les droits au concepteur. Donc, avec une photographie ou une image, à chaque fois qu'une entreprise ou même un particulier veut utiliser commercialement l'image, il doit payer des frais économiques à chaque fois qu'il utilise le produit. Et ce, même si l'image a été créée pour la personne qui veut l'utiliser. Ce sont des frais de licence. Donc maintenant, parce qu'un logo est utilisé vraiment régulièrement, ça ne serait pas l'avantage de l'entreprise de payer une licence d'utilisation à chaque fois qu'il y a besoin d'utiliser le logo. Donc, il existe ce qu'on appelle la cession de droits. Et la cession de droits transfère les droits économiques à l'acheteur. C'est donc une mention signée, généralement dans le contrat de travail, comme de quoi l'acquéreur de service va avoir droit à une utilisation illimitée de la pièce en question. Donc, le fournisseur va calculer ces frais-là, un peu comme des frais de dédommagement pour l'argent qu'il estime qu'il va perdre à léguer les droits économiques. Donc, c'est ce qui fait que les prix varient beaucoup entre un petit client et un grand client qui achète un logo. Évidemment, le petit boulanger du coin va payer beaucoup moins cher son logo qu'une multinationale. Donc, c'est pas facile d'envoyer des prix comme ça dans le monde pour que les gens aient une meilleure idée de combien coûte un logo. Mais c'est tout de même possible d'affirmer certains prix. Donc, si vous êtes une petite entreprise, attendez-vous à payer autour de 1000 $ pour un logo. Et si vous êtes une moyenne entreprise, donc sans employés et plus, ça peut aller plus autour de 10 000 $. Ces montants peuvent avoir l'air énormes pour des gens qui comparent ces prix-là avec des prix destinés aux particuliers, mais s'il s'agit de prix destinés à des entreprises, et c'est tout à fait courant comme prix, surtout que ce n'est pas des services qui sont requis régulièrement dans la vie d'une entreprise. Et une des raisons pour lesquelles les nouveaux entrepreneurs trouvent souvent très cher ces prix, c'est qu'il y a de plus en plus de nouvelles entreprises qui sont autofinancées. Donc des entreprises qui ne vont pas chercher de financement au démarrage. Ceci est un choix personnel qui ne devrait pas avoir aucune conséquence sur les partenaires d'affaires de l'entreprise. Un fournisseur professionnel ne devrait pas avoir à charger en dessous de ses tarifs de survie pour accommoder des gens qui veulent faire un démarrage sans risque. Des services professionnels, ça coûte temps parce que ça donne temps aussi. Donc, si quelqu'un a besoin de services professionnels mais qui n'a pas les moyens, ses options sont soit aller chercher du financement ou épargner pour éventuellement débloquer un budget plus tard. Et pendant qu'on parle justement de cession de droits et de droits économiques, je pense qu'il est très important de faire une mise en garde sérieuse. Quiconque qui n'a pas une preuve écrite qu'il possède les droits économiques sur une pièce, donc comme c'est souvent le cas pour ceux qui vont acheter les images sur Internet, le concepteur de la pièce pourrait revenir contre vous plusieurs années plus tard et vous poursuivre pour utilisation d'une pièce protégée et vous pourriez être dans l'obligation de rembourser rétroactivement pour les utilisations faites. Donc c'est super important de savoir à qui on a affaire et de faire attention à qui vous engagez. Donc voilà pour le prix. Maintenant, quelle est la valeur d'un logo? Je pense que la meilleure façon d'expliquer brièvement la différence entre le prix et la valeur d'un logo, c'est de parler de la fameuse histoire du logo de Nike. Lors de ses débuts en 1971, la compagnie de sport a payé autour de 200 $ actuels pour leur logo. En quelques années, la compagnie est devenue très populaire et ses actionnaires sont devenus très riches. Mais lors de leur démarrage, le prix versé à la designer du logo, c'est tout ce qui leur restait en banque. Mais 12 ans plus tard, ils ont décidé de recontacter la designer, d'organiser une fête pour elle et de la compenser avec l'équivalent de 640 000 $ en actions. C'est lorsque l'entreprise était devenue une véritable empire, ayant son symbole sur une multitude d'objets promotionnels, qu'ils ont réalisé que plus que le logo se faisait voir, meilleures étaient les ventes. Pour eux, il n'y avait plus aucun doute, le logo a joué une grande part dans la popularité de la marque. Donc le prix du logo dans cette situation-ci a été de 200 $ et la valeur a été estimée à 640 000 $. Pour les entreprises qui réussissent, il n'y a aucun doute, le logo est un investissement. Selon une étude, plusieurs compagnies même dépensent plus d'argent dans les produits dérivés arborant le logo qu'en publicité. Comme c'est le cas avec Taco Bell qui à un certain point dépensait 20 fois leur montant de publicité en produits sur lesquels se retrouvait le logo. Et toutes les entreprises qui sont en tête de leur marché ont quelque chose en commun, elles ont tout un logo professionnel. Maintenant, on peut se demander comment estimer justement la valeur d'un logo d'une entreprise en démarrage. Tout commence avec les habiletés de gestion de l'entrepreneur.
Il serait faux de croire que n'importe quel mauvais gestionnaire pourrait engager des fournisseurs de services professionnels en image de marque et ainsi automatiquement ajouter de la valeur à son entreprise. Et souvent, par la force des choses, les mauvais gestionnaires et les fournisseurs professionnels rentrent rarement en contact. Vu qu'un mauvais gestionnaire ne met pas les priorités à la bonne place, il y a des fortes chances de croire qu'il va engager un non-professionnel ou un semi-professionnel. Il y en a vraiment plusieurs qui ne magasineront pas la qualité de l'outil, mais ils vont plutôt chercher les bas prix. Et à l'époque actuelle, des bas prix, il en manquera pas. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais dire qu'il existe une énorme nuance que je n'ai pas encore abordée. Il existe des excellents projets entrepreneuriaux menés par des excellents gestionnaires qui malheureusement n'auront pas accès à du financement. Tout n'est pas perdu pour eux. Il y a des ententes qui peuvent se prendre entre fournisseurs et acquéreurs. Si c'est votre cas, vous avez besoin de vendre votre projet à des partenaires. Vous devez trouver un fournisseur qui aime votre projet et qui croit en vous. Il va trouver des solutions pour vous aider. Il est même possible qu'il vous offre un plan de paiement ou un quelconque rabais. Mais en général, les fournisseurs n'ont juste pas à traiter les startups et les entreprises en démarrage comme étant des organismes à but non lucratif. Et aussi, avant même de contacter un fournisseur, l'entrepreneur devra avoir rédigé son plan d'affaires idéalement et son étude de marché. C'est des informations que le fournisseur va avoir de besoin. Donc, une fois que le bon gestionnaire a trouvé le bon fournisseur, la balle est dans le camp du fournisseur. Le parti fournisseur, lui, a énormément de responsabilités dans cet échange, et ce n'est malheureusement pas tous les fournisseurs qui prennent leurs responsabilités. C'est pourquoi il est extrêmement important de magasiner son fournisseur. Même si aujourd'hui il est possible de recevoir des services de qualité aux quatre coins de la province, il ne faut pas oublier que n'importe qui peut se dire graphiste professionnel, donc c'est très important, comme dans tout, de magasiner. Il existe plusieurs types de fournisseurs et ce n'est pas tous les fournisseurs qui offrent un service complet. Donc voici une liste des responsabilités des fournisseurs pour vous permettre de mieux magasiner. Premièrement, la première chose à faire pour un fournisseur, c'est d'être en mesure de rassembler les ressources nécessaires pour un résultat optimal. Donc ces ressources, c'est le temps, l'argent, ça peut être tout le matériel requis pour le projet. Et ce n'est pas une étape facile. Les fournisseurs y soumissionnent pour faire en sorte d'obtenir le contrat et ressentent ensuite une obligation morale d'honorer la soumission, même si en réalité la soumission, ça reste qu'une estimation. Mais lorsque les objectifs d'affaires du client sont mieux compris, ça peut être à l'avantage des deux parties de revoir le prix soumis. Je dirais que c'est le point le plus important et c'est probablement le point le moins bien observé. Et ça peut avoir de graves conséquences pour le fournisseur. Un fournisseur qui ne chargerait pas suffisamment pour ses services peut rapidement se retrouver dans une situation où il devra trouver des employés qui travaillent plus vite pour moins cher. Et là, il va y avoir des étapes importantes qui vont être malheureusement rapidement survolées. La qualité du travail va diminuer, ce qui va entraîner une perte de la valeur des services, ce qui fait que le cycle se répète dans une spirale infernale vers le bas. Donc il existe un seuil qu'il ne faudrait jamais dépasser et c'est le fournisseur qui doit calculer quel est ce seuil. Ensuite, le fournisseur doit avoir une compréhension impeccable des objectifs d'affaires du client. Le design graphique, c'est un outil. Les outils ont des fonctions. Et la fonction du design graphique, c'est de permettre d'optimiser les chances du parti acquéreur d'atteindre leurs objectifs d'affaires. C'est ça la job du designer graphique en gros. C'est pas de faire des dessins, c'est pas d'avoir des belles couleurs, c'est vraiment d'optimiser les chances du client d'atteindre ses objectifs. Les entrepreneurs ont tous et toutes des objectifs d'affaires. Ils les rédigent dans leur plan d'affaires qui leur sert de guide, mais le plan d'affaires est aussi un document qui va servir aux différents partenaires d'affaires de l'entrepreneur, donc que ce soit les financiers ou les fournisseurs. Donc voici un exemple d'objectif d'affaires. Colette a un projet entrepreneurial. Colette veut démarrer une cantine mexicaine dans son quartier car elle est passionnée de nourriture mexicaine et elle croit aussi que les autres restaurants mexicains de sa ville n'offrent pas une expérience suffisamment authentique. Il y a un Taco Bell à moins de 5 km de son local et un autre restaurant Tex-Mex à 8 km. Selon le nombre de clients qui fréquentent ces deux établissements, le Taco Bell en a fidélisé 72%, alors que l'autre restaurant en a fidélisé 28%. Les objectifs d'affaires de Colette sont obtenir au moins 25% du marché d'ici la 3e année et elle désire en avoir 45% d'ici la 5e. Également, pour y arriver, Colette juge qu'elle doit démontrer la supériorité de la cuisine mexicaine authentique sur la nourriture de fast-food Tex-Mex.
Pour y arriver, elle estime qu'elle doit faire découvrir des nouveaux mets, donc dans ses objectifs d'affaires, il y a également une mission d'éducation culinaire. Donc maintenant, le fournisseur de services, lui, de son côté, doit trouver une façon de présenter l'image de marque de sorte que les chances de réussite de Colette soient optimales. Une étude de 1998 démontre qu'une entreprise ayant un logo familier, et là on parle pas de plagiat ici, mais on parle d'un langage visuel familier, peut accélérer le processus d'acceptation de la marque aux yeux du public. C'est-à-dire qu'il est possible de se servir des impressions positives que certaines marques ont laissées dans l'imaginaire collectif afin de susciter plus rapidement la confiance. Par contre, l'impact positif de cette stratégie ne s'applique que sur le court terme, après quoi le logo qui ne se démarque pas suffisamment peinera à fidéliser sa clientèle plus tard. Donc les fournisseurs proposent à Madame Colette l'option suivante. Une stratégie en 2 étapes. Donc un premier logo pour le démarrage avec un look familier mais très professionnel, qui nécessitera pas beaucoup de recherche donc qui coûtera pas très cher, qui pourrait permettre d'atteindre les objectifs des 2 premières années. Ensuite une refonte un peu plus travaillée pour la propulser vers son deuxième objectif. Une autre étude, celle-ci plus récente datant de 2018, démontre que les logos très simples, s'ils proposent une meilleure aisance de traitement cognitif, donc une meilleure reconnaissance inconsciente, sont souvent associés aux produits bon marché et grand public. Ceux-ci excellent dans la majorité des secteurs économiques, excepté, entre autres, chez les produits alimentaires haut de gamme. Un secteur dans lequel il a été remarqué que les logos un peu plus complexes et plus raffinés fidélisaient plus efficacement les consommateurs. Et une mise en garde ici, ça veut pas dire que les logos simples, ça fonctionne pas, les logos plus complexes sont mieux, tout dépend de l'utilisation et du contexte. Parce qu'il ne faut pas non plus nuire à la performance technique du logo, un point que nous allons voir plus tard. Donc le deuxième logo va être travaillé quand même en gardant les éléments identifiants du logo. L'idée, c'est pas de recommencer à zéro non plus. Faut pas effacer tout le travail qui a été fait. Bien sûr, on a réussi à fidéliser ou joindre un visuel avec le service déjà. Donc, il y a déjà quelque chose qui a été bâti. Devra donc avoir l'air un peu plus raffiné et un peu plus unique. Et pour ce qui est de l'aspect éducation culinaire, c'est quelque chose qui peut être travaillé avec l'environnement visuel de la marque. Donc, ça peut passer par, je sais pas, des fois des petites illustrations d'aliments moins connus, ou des toutes petites informations triviales sur la cuisine mexicaine authentique. Il peut exister plusieurs solutions à un problème, mais l'idée c'est vraiment que le designer graphique doit toujours orienter ses choix en gardant en tête les objectifs d'affaires de son client. Donc ensuite, prochaine responsabilité, le fournisseur doit s'occuper de la gestion du projet. Donc il doit informer le client du déroulement du projet, rédiger le contrat de travail, le plan de communication et le devis de projet, ainsi que préparer la cédule des dates de paiement et autres dates importantes, en accordance avec la date de livraison qui, elle, a été fixée par les 2 parties. Le devis de projet, lui, est un document de référence pour tous les parties sur lequel sera inscrit toutes les informations pertinentes qui ont rapport au projet, donc les dates importantes, les objectifs d'affaires du client, l'axe de communication, la clientèle cible, ainsi que toutes les restrictions identifiées au projet. Et ensuite, le fournisseur devra se charger de faire une recherche pertinente pour être certain que c'est pas juste les premières idées qui sont choisies, et c'est seulement à cette étape qu'on commence à parler réellement du visuel. Mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de travail qui se fait avant même d'aborder les questions visuelles. Une bonne recherche, c'est ce qui fait un bon logo professionnel. Justement, à quoi peut-on voir la différence entre un logo professionnel et un logo amateur? Ça arrive régulièrement qu'il y a des clients et des clientes qui ont déjà des idées de ce qu'ils ou elles aimeraient comme logo et vont parfois même jusqu'à faire des esquisses eux ou elles-mêmes. Et ça, je trouve ça toujours vraiment fascinant de voir comment les gens à l'extérieur du métier voient les logos. Je veux dire, tout le monde est constamment quand même exposé à des milliers de logos par jour. Et ce, depuis la tendre enfance. Et même les gens, quand sont exposés à un logo amateur ou un logo professionnel, peuvent faire la différence. Par contre, lorsque monsieur, madame, tout le monde sont amenés à faire le dessin d'un logo, on peut y voir généralement toujours les mêmes erreurs. Voici un exemple. Disons qu'il y a une certaine Nicole Gauthier qui voudrait ouvrir une école de dressage pour chiens. Pour le plaisir et en espérant pouvoir guider son futur fournisseur, elle esquisse ce à quoi elle aimerait que son logo ressemble. Voici l'anatomie d'un logo vu par monsieur, madame, tout le monde. Premièrement, ils sont généralement trop illustratifs.
Donc, Madame Gauthier dresse des chiens, elle s'imagine donc qu'il devrait y avoir un dessin d'un petit pitou dans le logo. Ensuite, étrangement, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des clients me dire que, selon eux, des logos, c'est généralement des symboles dans des cercles, et d'autres vouloir mettre un rectangle ou un carré autour, tel un cadre. Bref, plusieurs semblent croire qu'un logo, c'est toujours une image insérée dans une forme géométrique. Ensuite, on essaie souvent de nous faire mettre le plus d'informations textuelles possible dans l'image. Comme si le nom de l'entreprise, c'était pas suffisant. Et parfois, les gens s'imaginent aussi que c'est plus cool de mettre une date comme dans les vieux logos de l'éclectisme américain. Mais par contre, ils ne veulent pas mettre la date du démarrage de l'entreprise pour pas que les gens sachent qu'ils viennent tout juste d'ouvrir, donc ils mettent des dates aléatoires comme ceci. Madame Gauthier a eu son premier chien, Popcorn, en 1992. Et pour finir, les gens ont tendance à rajouter des éléments graphiques inutiles autour pour balancer le tout ainsi que pour accentuer davantage la symétrie, car étrangement, plusieurs croient que les logos doivent être tout le temps symétriques. Le pire dans tout ça, c'est qu'il existe plusieurs fournisseurs en graphisme semi-professionnel qui croient que leur travail, c'est de prendre l'esquisse du client et d'en faire un logo vectoriel en respectant chaque détail. Ils se disent que c'est le client qui paye, donc c'est le client qui décide. C'est une drôle de mentalité dans ce contexte parce que le client, lui, il magasine de l'expertise. Il veut de l'aide pour atteindre ses objectifs. Il ne paye pas quelqu'un juste pour se faire dire que ses idées sont géniales. En fait, ça ne le servirait pas du tout. En fait, quand on y pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où c'est vraiment le client qui décide, peut-être à part sinon la restauration ou le service à la clientèle dans les magasins. Quand tu acquiers des services professionnels, que ce soit plombier, électricien, notaire, avocat ou médecin, à tout coup, c'est l'expert qui mène le projet et c'est normal. C'est le but même de recevoir des services professionnels. Voilà pourquoi c'est vraiment important de magasiner son fournisseur et si vous vous retrouvez avec un logo comme ça, certes vous êtes flatté qu'on se soit servi de votre idée, mais si vous avez moindrement de la compétition, la course sera perdue d'avance. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un logo amateur, voici à quoi ressemblerait un logo professionnel dans ce contexte. Contrairement à certaines croyances populaires, le logo n'a pas à représenter les activités de l'entreprise. Il peut toujours y avoir des allusions ludiques, mais tant que cela ne nuit pas à la performance technique du logo. Même que la majorité des logos des grandes multinationales sont des symboles que le temps a jumelés aux activités commerciales dans lesquelles elles évoluent, mais ces symboles à eux seuls ne donneraient pas d'informations sur la nature des entreprises qu'ils représentent. Par exemple, Apple ne vend pas de pommes, Puma ne vend pas de gros félins, etc. Dans ce type de logo, c'est plutôt la mémorisation du nom qui est travaillée. Le sujet du logo est même pas important en soi. Parce que le logo est un accessoire, un symbole qui prendra son sens seulement lorsque l'expérience que la clientèle aura avec la marque va s'amplifier. Comme dit plus tôt, la seule fonction d'un logo d'une entreprise en démarrage, c'est d'inspirer la confiance par son visuel professionnel, tout en étant performant techniquement. Comme le disait Paul Rand de la légende du design graphique, qui est notamment connu pour la conception des logos de IBM, UPS et de Westinghouse, un logo est un drapeau, une signature, un écusson. Un logo ne vend pas directement, il l'identifie. Un logo est rarement la description d'une entreprise. Un logo prend sa signification dans la chose qu'il symbolise, et non pas le contraire. Un logo est moins important que le produit qu'il représente. Ce qu'il signifie est plus important que son apparence. Fin de la citation. Bref, le logo et l'image de marque, c'est un contenant. Et l'expérience que procure la marque, c'est le contenu. Ça veut pas dire que tous les contenants sont également bons. Et que n'importe quoi ferait la job. Ça veut juste dire que l'emballage n'est pas le produit. Regardons maintenant tous les petits détails qui font qu'un logo va être performant techniquement. Le logo professionnel se doit d'être suffisamment simple dans son dessin pour être non seulement vu, mais il doit être aussi vécu. Je m'explique. Une des plus grandes erreurs faites par les amateurs, c'est de croire que le logo sera regardé et examiné. Le logo fait la majorité de son travail dans le subconscient des gens. Il vit dans un environnement complexe et il est majoritairement un stimuli visuel du champ périphérique. Il n'est jamais le produit. Il accompagne le produit, souvent en bordure du contenu, soit une en-tête de lettres ou un site web, ou bien intégré à un environnement 3D à l'intérieur d'une scène en perspective, comme par exemple sur un emballage, sur une tablette, dans un rayon de magasin. Personne n'a avantage à développer un logo comme si les gens allaient le fixer.
Bref, lorsque je dis que le visuel n'est pas seulement vu, mais il est également vécu, c'est qu'on a une relation vraiment particulière avec notre univers visuel. Pour des raisons évolutives, des zones de notre cerveau sont en constante conversation avec le monde qui nous entoure, ayant comme langage les différents stimuli visuels de notre environnement. Généralement, on a l'impression que les langues écrites et parlées sont plus importantes et plus concrètes, mais en réalité, ces formes de communication-là sont très jeunes. Elles sont arrivées après notre évolution physique actuelle, le langage parlé ayant seulement 100 000 ans, et celui écrit n'ayant que 6 000 ans. Si nous avons l'impression que ces langages sont plus concrets, c'est qu'ils sont traités consciemment par notre lobe frontal, alors que le langage visuel passe directement par la porte d'en arrière sans nous demander la permission et il est traité inconsciemment. Le langage visuel, c'est notre langage primaire. Lorsque nos premiers ancêtres vertébrés primitifs ont développé le système visuel pour survivre, il n'y avait aucun plan de créer d'autres systèmes de communication, c'était le seul. En fait, c'est l'ultime système de communication, celui qui influence le plus notre comportement. C'est un système que nous traînons et améliorons depuis plus de 600 millions d'années. La Grèce antique était dans le champ, on n'est pas des êtres rationnels, on est avant tout des êtres visuels, en constante réaction aux stimuli perceptibles de notre environnement. Les neurosciences modernes démontrent qu'on n'est pas aussi en contrôle qu'on croit l'être, et souvent c'est pas notre lobe frontal qui a le dernier mot sur si on fait confiance ou non à quelque chose, mais souvent c'est l'information que le cortex visuel va envoyer à l'amygdale qui va décider de nos opinions et de nos réactions. Donc voilà comment les designers graphiques utilisent le visuel pour communiquer, et pourquoi il est important de laisser les experts s'occuper de votre image de marque. Donc maintenant que ça s'est expliqué, on va revenir à la performance technique. La raison pour laquelle c'est important d'avoir des stimuli visuels simples, c'est qu'une bonne lisibilité des éléments graphiques permet également une bonne lisibilité inconsciente, ce qui est appelé l'aisance de traitement. La FOVEA, qui est la zone claire de notre champ de vision, ne couvre que 1% de tout notre champ visuel, le reste, le 99% qui reste, c'est la vision périphérique. Cette dernière est vraiment importante pour le traitement inconscient des informations visuelles. Donc, lorsqu'on se promène dans le rayon d'un magasin, notre attention est stimulée et notre compteur d'énergie baisse rapidement et notre corps, lui, va chercher à conserver le plus d'énergie possible, donc certaines informations seront filtrées. Au total, il y a tellement d'informations visuelles à traiter que les stimuli simples et les plus lisibles seront priorisés par le cortex visuel. Mais parlant de lisible, ce qui est lisible en gros au centre d'une feuille ou en gros sur un écran d'ordinateur ne le sera peut-être pas autant une fois réduit en petit format sur un emballage par exemple. Donc le designer professionnel va esquisser les logos en très petits au départ pour s'assurer de sa performance. Par contre, un logo performant en petit format peut contenir des éléments qui paraîtront trop massifs si celui-ci serait utilisé en très grand format. Par exemple, comme sur des bannières ou des kiosques. Donc un logo subtilement ajusté pour le grand format devrait être également fourni. Donc, en général, on remarque que le logo, c'est pas un fichier image, c'est un système complexe d'images destiné à plusieurs utilisations différentes. Une entreprise qui s'achète un logo préfabriqué dans une banque d'images sauvera peut-être de l'argent, mais n'aura pas droit à toutes les déclinaisons contextuelles et devra vivre avec les conséquences. Également, les experts en marque offrent beaucoup plus que juste un logo. Ils travaillent sur toute l'expérience perceptible d'une marque. Ce qui nous amène au point suivant. La marque, c'est l'idée que le public se fait de votre entreprise et de vos produits et services. Le design de marque touche à tout l'univers à l'intérieur duquel évolue votre marque. Donc l'idée, c'est d'orchestrer toutes les communications afin que l'expérience que livre votre marque soit constante. Cette orchestration, c'est ce qu'on appelle le branding. À titre d'exemple, imaginez un personnage d'une série télé ou bien d'un roman. Ce personnage a probablement une forte personnalité, des habitudes et des expressions souvent répétées. Imaginez maintenant que vous auriez l'occasion d'écrire un épisode de cette série télé ou bien d'écrire un court récit dans lequel évolue le personnage. Vous allez sans doute réutiliser cette même personnalité, donc les mêmes habitudes et les mêmes expressions. À titre de référence, vous pourriez même faire une fiche de notes descriptives du personnage qui vous servirait de guide durant l'écriture. C'est un peu le même principe avec le branding. C'est de planifier à l'avance la personnalité de l'entreprise. C'est de faire imaginer à l'avance comment la compagnie ou son produit va vivre dans la vie des gens. Ça peut être autant une ligne directrice du visuel de l'entreprise que le ton utilisé lors des communications sur les réseaux sociaux. Un branding, c'est vivant, ça évolue et ça interagit avec son public. Et c'est cette interaction-là qui fidélise les gens et les engage.
Sachez que ce n'est pas votre image de marque qui porte la responsabilité de convaincre les consommateurs de consommer. Les consommateurs consomment déjà, ils vont toujours consommer. Votre image de marque, elle, fera en sorte que c'est vos produits qui seront consommés. Que vous engagiez un expert en marque ou non, votre marque véhiculera des impressions de toute façon. L'idée d'avoir l'accompagnement d'un expert, c'est d'avoir un meilleur contrôle sur ce que projette votre marque. Dites-vous que tout ce que vous faites pour votre marque est un investissement. Mettez toutes les chances de votre côté. Renseignez-vous, consultez plein d'experts et consultez un peu moins vos amis. Chaque projet entrepreneurial, c'est la chance de réaliser son rêve et ça arrive pas souvent dans une vie. Se lancer en affaires, c'est déjà un énorme sacrifice. Ne minimisez pas vos chances de réussite, soyez rêveurs et rêveuses. Faites un plan d'affaires solide et si c'est possible, trouvez du financement. Allez jusqu'au bout, commencez maintenant. Merci de m'avoir écouté.